Et de ce projet de loi adopté au Mali, on continue à en parler avec Oumar Berté, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur associé à l'Université d'Oran en politique et en droit public. Vous êtes également avocat au barreau de Paris. Comment qualifiez-vous ce projet de loi? Alors, ces projets de loi n'ont d'autre qualification qu'une confiscation du pouvoir du peuple malien. Et vous constaterez que ce n'est pas la première fois que la charte de la transition adoptée par les militaires en 2020 suite à leur coup d'État, ce n'est pas la première fois qu'elle fasse l'objet d'une révision. C'est la deuxième fois, mais toutes les fois que cette charte a fait l'objet d'une révision, visait à modifier la durée de la transition. La première révision, modification a eu lieu en 2022 et suite à cette modification de la charte et révision de la charte, le président de la transition, Assimi Goïta, avait pris unilatéralement de son propre chef un décret fixant la durée de la transition à 24 mois à compter de mars 2022, ce qui supposait que la transition devait prendre fin le 26 mars 2024. Donc, on en est à 5 années après encore. Des concertations ont été organisées en fin avril 2025 et ces concertations initialement avaient pour but de redessiner l'architecture politique, notamment est-ce qu'il faut réduire le nombre de partis politiques, est-ce qu'il faut limiter le nombre, c'est l'objectif dans lequel ils avaient convoqué ces concertations, mais elles ont abouti à des conclusions proposant la nomination d'Assimi Goïta comme président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le Mali et le Niger ont décidé de faire alliance jusqu'à ce concept, en fait, de présidence sans élection. Ah bien sûr, ça n'est même pas les seuls points sur lesquels ils font front commun ensemble, parce que constatez également qu'au Niger, ils ont procédé à la suspension des activités des partis politiques, la dissolution des partis politiques par un simple décret. Et qu'en est-il du Mali? Exactement. Quelques mois plus tard, l'État malien aussi en a suivi la même chose que le Niger en procédant à l'adoption d'un projet de loi, ensuite à une loi qui dissout tous les partis politiques. Mais bon, là, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire, lorsque le coup d'État du Niger intervenait en 2023, constate même, c'est Assimi qui a aidé le général Tchani à instaurer son régime. Parce que, en ce moment, le Niger, le Burkina s'inspirait de ce qui s'est passé au Mali. Mais on voit c'est l'essence de la roue qui se retourne maintenant. Le Mali semble s'inspirer maintenant de ce qui se passe au Niger et ce qui se passe au Burkina Faso. Alors certains Maliens sur les réseaux sociaux disent qu'ils soutiennent ce projet de loi. Est-ce une position qui est majoritaire aujourd'hui au Mali? Pas du tout. Je pense que lorsqu'on s'y réfère, ce qui s'y raconte sur les réseaux sociaux, cela peut amener à des confusions. En réalité, il y a ce qu'on peut appeler une chasse sur les réseaux sociaux. Voilà. Pas plus, il y a des jours, le procureur chargé du pôle de lutte contre la cybercriminalité a émis un communiqué dans lequel il mettait en garde tout ce qui partageront ou publieront des contenus qu'ils qualifient être des atteintes à la souveraineté de l'État ou à la sécurité ou autres qui s'exposent à des sanctions. Je crois qu'il y a 2 ou 3 jours encore, 2 personnes et des enseignants auraient été placés en détention pour avoir relayé un contenu partagé sur les réseaux sociaux par un activiste malien qui est réfugié en France. Donc, évidemment, personne n'y va. Tout le monde a peur de la répression de la justice pour aller commenter ou partager un contenu sur les réseaux sociaux de peur de ne pas avoir affaire à la justice. Alors cette modification de la Constitution est justifiée par la situation sécuritaire, justement, 5 ans après le pouvoir d'Assimi Goïta. Quel est son bilan sécuritaire? Les bilans sécuritaires, honnêtement, si on doit les qualifier, il est quasiment nul. Il est quasiment nul, puisque quand le coup d'État intervenait en 2020, il y avait encore une partie des régions du Mali qui étaient encore stables. La région, le centre, l'ouest, c'était encore... Enfin, je dis ça, le sud, le sud et un peu l'ouest étaient encore stables. Il n'y avait pas d'attaque. À l'état actuel du Mali, il n'y a aucune région qui est épargnée. Les attaques ont lieu dans quasiment toutes les régions. Parfois, aux frontières même du Bamako, pas plus, il y a 2 ou 3, une semaine, une attaque a eu lieu dans la région du Koulikoro qui est à une centaine de kilomètres du Bamako. Et très proche même à 5 km ou 10 km même d'une région qui abrite la plus grande école militaire du Mali.
Alors, il y a une enquête du collectif de journalistes Forbidden Stories, publiée aujourd'hui, qui révèle que les paramilitaires russes de Wagner, présents au Mali depuis 3 ans et demi, ont kidnappé et détenu des centaines de civils sur d'anciennes bases de l'ONU et dans des camps militaires partagés avec l'armée malienne. Est-ce crédible, selon vous? Ce n'est pas la première fois qu'une organisation internationale émet des éléments pareils, établissent des éléments pareils concernant des exactions qui sont commises sur des civils, en l'occurrence par le groupe Wagner. Cela vient corroborer ce qui a déjà été dit plusieurs fois par des organisations internationales de défense des droits de l'homme, Amnesty International, Human Rights Watch, mais ce qui indique l'enquête des Forbidden Stories est très particulier, dans la mesure où des éléments sont avec des clichés satellites, on précise des éléments de manière très très précise où des exactions ont eu lieu, parfois sous l'œil impuissant de l'armée malienne. Sous l'œil impuissant, lorsqu'on écoute des officiers, un officier qui, sous couvert de l'anonymat, a accepté de témoigner auprès des Forbidden, on voit qu'il y a son impuissance face aux exactions que Wagner commettait sur les civils. Et d'un autre côté aussi, il le faisait, bien évidemment, il n'y rendait compte à personne. Merci Omar Berthet. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'Université de Rouen en politique et en droit public.